Pourquoi est-ce que ces si différents circoncision et excision, professeur, pourquoi il y a de telles conséquences sur l'excision et sur la circoncision, n'y en a-t-il pas? Alors effectivement, d'abord, l'argument qui est souvent avancé, c'est que l'excision retire à la petite fille ce qu'elle a encore de masculin, ce qu'elle aurait encore de masculin, ce qui est absurde. La différence entre la circoncision et l'excision, c'est que médicalement, la circoncision n'a pas de conséquences, peut-être même au contraire. Peut-être on a dit que la circoncision protégeait contre les femmes contre le cancer de l'utérus et peut-être modifiait la capacité de se contaminer par le HIV, peut-être. Mais il n'y a aucune conséquence médicale à la circoncision, tandis qu'il y a à l'évidence des conséquences et médicales et surtout psychologiques et affectives de la démutilation génitale féminine. Il y a pas, la circoncision n'a pas de conséquences médicales. Moi, j'ai été excisée à 10 ans et ce qu'on m'a dit, par exemple, je suis d'origine guinéenne, donc chez nous, l'enfant, comme l'a dit Linda, est considéré comme un être androgyne. Donc, voilà, c'est sociabiliser l'enfant. Voilà, le petit garçon, on lui coupe le prépuce, on lui enlève le prépuce, qui est considéré comme l'élément féminin. Et la petite fille, on va lui couper le clitoris, qui est considéré comme un petit pénis. Sauf que le clitoris est un organe vivant, et que le prépuce qu'on coupe chez le garçon, c'est une peau qu'on coupe. Hein, que chez la petite fille, on coupe un organe vivant. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, comme l'a précisé le professeur. Et le risque pour la fillette est beaucoup plus grave, évidemment. Je voudrais tout de suite parler d'un point particulier. C'est qu'il a été suggéré, justement, compte tenu des complications, que les médecins pouvaient participer à ça. Pouvaient faire les circoncisions, et ils le font, les médecins, les chirurgiens, mais faire aussi les excisions. Et les mutilations génitales, ça a été proposé, et ça a été notamment beaucoup discuté en Égypte. Et ça, c'est formellement interdit par toutes les instances médicales, toutes les autorités médicales. Et si j'ai bien compris, il faut que ça le reste interdit. Et c'est interdit. Alors, mais en Égypte en particulier, ça a été un grand débat, et les médecins égyptiens soutenaient que, puisqu'il y avait des complications quand c'était fait dans les villages, etc., et des morts, il valait mieux que ce soit fait à moindre mal, si je puis dire, à moindre risque, dans leur clinique. Et or, bon, j'appartiens aussi à la Fédération internationale de gynécologie obstétrique, je fais partie depuis 1994 du comité d'éthique, je l'ai présidé les 3 dernières années. On a émis des recommandations qui sont absolument formelles contre d'abord toutes les mutilations génitales, et y compris le fait que des médecins pourraient participer à ces mutilations, et ils sont éthiquement condamnés. Christine, vous avez un fils aujourd'hui. Lorsque vous étiez jeune, vous aviez dit pas d'enfant, pas de mari. Oui, j'ai un fils. Il a 28 ans. En effet, oui, je ne voulais pas me marier. J'avais peur de me retrouver avec des fistules. J'étais assez traumatisée et je ne me suis jamais mariée. Donc, c'est ma rencontre avec un médecin quand j'avais 34 ans. Et une véritable psychothérapie que j'ai suivie grâce à ce médecin qui m'a permis d'avoir un enfant. Qui est né par césarienne. Qui est né par césarienne. Alors que sans infibulation, il serait né normalement. Parce que vous avez subi quand même une infibulation. Non, je n'ai pas subi d'infibulation. J'ai subi une excision qui s'est très mal passée. Parce que vous vous êtes débattue. Parce que j'ai refusé l'excision et j'avais eu la chance. J'avais su ce que c'était grâce à une amie qui avait été excisée un an plus tôt. Donc voilà, c'est pour cela que ça s'est mal passé. Et je me suis retrouvée dans la situation des femmes somaliennes, voilà, complètement enfermées. Et j'ai dû subir une opération 2 ans après pour une réparation, et voilà. Donc les rapports étaient douloureux et ça m'a fait quitter mon pays et renoncer au mariage. Oui. Et prendre la présidence du GAMS aujourd'hui. Oui. Le combat continue. Le combat continue. Le GAMS, je l'ai dit, c'est une association africaine. C'est une association africaine et française. Et française, ça veut dire que en Afrique, et en France aussi d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui se révoltent contre l'excision. Justement, j'interviens aussi dans ce sens-là. Je veux dire, moi j'étais petite fille quand il y avait déjà des femmes qui étaient contre l'excision.
C'est pas récent. Il y a toujours eu, et les femmes africaines se sont toujours battues, mais le problème n'était pas connu en Europe, parce que tout simplement, bon, c'était pas d'actualité, on n'en voyait pas, la majorité des gens ne savaient même pas que ça existait. C'est au moment du regroupement familial, quand il y a eu le regroupement familial avec, je crois que c'était sous Giscard, dans les années 80 en tout 74. Quand en 74, voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que des petites filles étaient excisées. Hein. Mais sinon, il y a eu toujours des mouvements de femmes qui luttent. Hein. Il faut aussi que je vous dise qu'on a le comité interafricain qui a été créé en 84 et qui lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme et de l'enfant. Donc, il y a des lois qui existent. Il y a 17 pays qui condamnent l'excision. Hein. Il y a des mouvements, des ONG qui interviennent, l'OMS, l'UNICEF et tout ça, hein, se sont pas mal investis aussi. Donc, un peu partout en Afrique, ça bouge. Hein. Il y a des cérémonies de dépôt d'excision. Il y a des grands hommes qui se sont investis, entre autres Oumar Samben, Samben Ousmane, qui a fait un très très beau film, Mouladé, pour dénoncer les effets de l'excision sur la vie des femmes. Donc, il y a des ONG et des associations de femmes. Et vous sentez bouger, vous, sur le terrain? Si. Il y a pas mal de dépôts de couteaux d'excision, des grandes cérémonies de dépôt de couteaux d'excision depuis plusieurs années maintenant. Hein. En fait, selon le milieu, selon la situation, je dirais, politique des États, hein, on avance ou on stagne ou on recule. Dans un pays comme la Sierra Leone, on a connu un temps de stagnation, voire de recul. Pourquoi? À cause de la guerre, tout simplement, qu'il y a eu là-bas pendant longtemps. Donc tout le travail de terrain qui a été fait par le comité interafricain pour sensibiliser les populations, avec des images et tout ça s'est trouvé... tout ça a stagné un moment et puis maintenant on est dans une situation de recul. Un travail qui est à refaire. Donc, voilà. Je voudrais quand même qu'on parle du droit français parce que c'est important, c'est une sacrée bataille, hein, Linda. L'excision en France donc est un crime. Avec un micro, ça s'entend mieux. Oui, c'est un crime. C'est qualifié de crime parce que la Cour de cassation a été amenée à qualifier de crime le fait de couper le clitoris et les petites lèvres comme étant les organes érectiles de la femme. Et ça, c'est tout à fait la définition de l'excision. Mais figurez-vous que ça s'appliquait à une Bretonne, à une femme d'ici, qui avait pratiqué exactement ce que pratiquent les femmes africaines sur leur enfant, avec pas la même motivation, mais le même effet sur l'enfant et sur la future femme. Donc j'ai bondi sur cette affaire-là pour pouvoir montrer que mon raisonnement juridique s'appuyait sur un précédent. Et c'est comme ça que les cours d'assises ont pu juger les affaires d'excision. De ce que disait le professeur Miliès sur la frontière qu'on passe pour aller exciser à côté, je voulais dire que la loi permet de sanctionner des faits d'excision commis à l'étranger sur une Française. Et depuis le 4 avril 2006, cette protection a été étendue à tous les enfants dont la résidence principale est en France et quelle que soit sa nationalité. Oui, parce qu'on pouvait avoir des difficultés justement depuis les lois Pasqua, les interpréter qui étaient français, qui n'étaient pas français. Les enfants ont vocation à devenir françaises, mais peut-être qu'au moment de leur excision, elles ne l'étaient pas encore, donc ça risquait de tout compliquer. Et c'est pourquoi la loi a étendu la protection aux enfants qui résidaient en France. Alors ce que le professeur Miliès voulait dire, et c'est vrai, c'est que les familles qui veulent exciser passent la frontière, par exemple du Sénégal, vont au Mali, du Burkina Faso, vont au Mali. Et juste un mot pour dire que la loi est importante en Afrique, non pas pour réprimer, parce qu'il faudrait mettre la moitié du pays en prison, mais pour légitimer l'action de prévention des associations, des actions comme celle que mène la MISOPT avec le concours d'équilibre et population. Donc c'est très important de valider ces actions-là, de les légitimer. En France, les peines encourues sont de... C'est quoi? Le maximum? Oui. 30 ans de réclusion criminelle. D'accord. Mais ça tombe le maximum? Non. Par le jeu des circonstances atténuantes, le plus souvent, ce sont des peines de prison avec sursis,
Je le regrette beaucoup, je suis désolée de le dire, pour les parents. Bon, il y a parce que la prison fait peur. Et donc aux magistrats et aux jurés peut-être plus qu'aux personnes concernées. Oui, non, mais bon, parce qu'on considère que ce sont des immigrés, des Africains qui ne peuvent pas comprendre, qui sont englués dans leur tradition, qui n'ont voulu que le bien de leur enfant, bien entendu. Ces petits discours, j'en ai assez. Mais c'est exactement ce que l'on... c'est comme ça qu'on apprécie la peine. Mais tout de même, il y a eu des peines de prison ferme données non seulement aux exciseuses, mais à des parents, et qui les ont exécutées. Et ça sert quand même les Anglais disent de deterrent, c'est-à-dire de crainte. C'est la crainte du gendarme qui empêche... C'est la peur du bâton, oui, c'est le bâton du gendarme. Il ne faut pas tourner autour du pot. Bon, l'information, elle est utile, elle est nécessaire et j'y contribue, mais on sait très bien que la crainte de la prison est quand même un argument majeur pour empêcher l'excision des petites filles ici. Et maintenant, bon, les stratégies des parents ont changé. On envoie les enfants à l'étranger parce qu'on ne perçoit quand même pas toutes les nuances et les subtilités des lois françaises. On se croit à l'abri en le faisant à l'étranger. Sauf que là, maintenant, on ne l'est plus. On ne l'est plus, mais le drame, c'est qu'il y a toujours une astuce. C'est que maintenant, les personnes à risque, si je puis dire, ce sont les jeunes filles qui n'ont pas été excisées en France, les adolescentes, 13, 14, 15 ans. Elles vont partir en vacances au pays. Bien sûr, comme elles ne sont pas excisées, on pense que la partie est gagnée. Et là, c'est le drame total, absolu. C'est qu'arriver dans le pays, on leur confisque les papiers, on les envoie au village où elles sont coupées et souvent, malheureusement, mariées. C'est-à-dire que tout ça a été combiné. Il y a un cousin qui va l'épouser, je dis la violer, parce qu'on lui impose des relations sexuelles, bien sûr sans consentement, et ce sont des mineurs, des mineurs sexuels. Et c'est un drame de plus. Et ce qui vient se rajouter à ce drame, c'est qu'en rentrant en France, quand elles peuvent rentrer, quand elles sont en âge de rentrer après l'obligation scolaire, certaines vont se plaindre. C'est comme ça que j'ai les dossiers. Et donc il y a des poursuites judiciaires, mais pour excision seulement, pas pour complicité de viol des parents. Mais d'autres, comprenant que ça va attirer les foudres de la justice sur leur famille, eh bien vont se retenir d'en parler. Et donc on ignore le nombre réel de ces situations que le GAMS connaît parfaitement bien, puisqu'elle participe à leur prévention aussi. Voilà. Alors, pour les peines de prison, les exciseuses ont été beaucoup plus sévèrement condamnées. Que les parents ? Que les parents. On dit c'est elles qui tiennent la lame. Et moi, je dis non. Je considère que les parents sont beaucoup plus coupables parce que ce sont les parents qui vont chercher l'exciseuse, qui se donnent ce mal, qui amènent l'enfant au couteau et qui payent l'exciseuse. Par conséquent, la responsabilité, elle est du côté des parents, de mon point de vue, puisque l'exciseuse, elle remplit un rôle social. Ça n'est pas n'importe qui, l'exciseuse. C'est une personne qui vient d'un certain groupe, d'une caste, celle des forgerons. La vôtre, voilà, c'est ça, votre exciseuse était de la caste des forgerons. J'ai dit votre exciseuse parce que vous l'avez faite condamner et après vous l'avez faite parler. En quelque sorte, oui. Elle était de la caste des forgerons. Et oui, bien sûr. Donc elle devait exciser. Les forgerons sont ceux qui travaillent le métal et le feu, qui ont la maîtrise du feu et du métal. Donc les hommes sont les bijoutiers ou les maréchals ferrants, et puis les femmes sont exciseuses. Mais pas toutes, il faut avoir été initié pour être exciseuse. Catherine Cabrol nous a rejoint et je vais vous laisser le micro. Catherine Cabrol, vous allez signer votre ouvrage tout à l'heure qui s'appelle Blessures de femme. J'ai parlé d'un témoignage, le premier témoignage qu'on trouve, qui est Aïchatou, voilà. Aïchatou, j'ai parlé d'elle parce que je l'ai rencontrée avec vous. Oui. Aïchatou a été excisée, elle avait 2-3 mois. Elle ne sait pas quand, d'ailleurs. Elle ne sait pas quand, elle voilà. Ne savait pas ni quand, donc, ni... le choc et la violence, pour elle, a été de finalement savoir et surtout accepter et entendre qu'elle était excisée. Oui, ça a été un choc. Moi, quand elle me l'a raconté, je me suis dit, mais... Mon Dieu, que je suis bête de ne pas avoir pensé à ça, en fait. Parce que c'est vrai, puisqu'on leur dit pas.
quand ils sont bébés. Puis surtout pas, puis on n'a pas la mémoire de ça. Et elle grandit et elle va pas regarder sous les jupes des filles. Enfin, c'est pas, elle le sait pas. Et quand elle me l'a raconté, je me suis... j'y avais pas pensé. J'avais pas pensé à ça et ça m'a bouleversée, quoi, parce qu'en fait, elle est allée chez un gynécologue et qui lui a dit... Enfin, je passe les détails, il y en a vu un qui lui a dit « il n'y a rien », mais une deuxième qui lui a fait « waouh !» en la regardant, qui a vraiment été très surpris, qui dit « ah !» et elle a eu peur, quoi. Elle a été... Mais c'est évident que ça peut arriver, ça doit arriver très souvent, quoi. Peut-être que vous avez des questions à poser et je vous laisse les poser si vous avez... voilà, l'une des personnes qui est avec nous. Oui, madame. Ce qui m'intéresse beaucoup parce qu'on a appris que les raisons pour l'excision ou pour la mutilation sont très diverses. Et puis dans les sociétés, ça devient une normalité, une norme. Et puis en travaillant contre la mutilation, en leur enlevant ça, on change tout le système petit à petit. Quelles sont vos expériences ? Parce que d'un coup, la femme, elle a une sexualité, elle peut s'enrichir de toutes les raisons pour lesquelles c'était pratiqué avant, sont toujours valables. Ils veulent, ça se transforme pas d'un jour à l'autre, que les hommes veulent des femmes libres qui décident sur elles-mêmes. Le système dans une société d'agriculture, ça pose sur toutes ces choses, que l'homme peut avoir plusieurs femmes qui travaillent sur les champs et tout. Alors, quelles sont vos expériences dans les transformations des sociétés en Afrique, là où vous travaillez contre la mutilation? Il faut dire que maintenant, les hommes aussi s'investissent parce qu'ils ont le courage de parler de la sexualité. On se rend compte que beaucoup d'hommes se plaignent d'avoir une femme excisée. Maintenant, finalement, les hommes non plus ne sont pas heureux. Mais le caractère tabou, fermé, secret, faisait que personne n'osait parler. Et que maintenant, bon, les langues se délient de plus en plus. Les femmes ont le courage de parler de leurs souffrances. Les hommes aussi ont le courage de se plaindre et de demander même de l'aide. Ça existe. Catherine. C'est une très bonne nouvelle ce que vous nous dites, je trouve, Christine. Que les hommes se plaignent. Que les hommes oui, mais enfin c'est évident, mais c'est bien fait pour eux. Enfin, excusez-moi, mais parce que c'est d'une logique. Moi, une des femmes que je sais pas si sa photo est là, mais qui témoigne, qui a été excisée, disait que son mari l'a laissée. Oui, parce qu'elle n'avait pas de plaisir. Parce qu'il a cherché une femme qui en avait. Oui. Il l'a donc abandonnée. Voilà, parce qu'elle était excisée. Donc c'est logique et c'est affreusement logique. Vous avez travaillé sur toutes sortes de violences faites aux femmes. Oui. Donc on vient de le dire, battues, excisées, violées. Je crois que j'ai traversé toutes les violences là. Parce que une m'a amené une autre et ainsi de suite. Et du coup j'ai mis le doigt dedans et c'était sans fin, quoi. Et j'ai pas voulu m'arrêter. Et je me suis arrêtée en faisant un livre. Je croyais que c'était fini. Et c'est toujours pas fini. Donc il va y avoir je vais continuer. J'essaye de... Mais même le livre, il existe et maintenant il faut le faire vivre. Donc c'est à vous, maintenant, de le faire vivre. C'est à moi aussi, à nous. Et je suis aidée, heureusement, parce que c'est pas un sujet facile, quoi, à vendre, c'est clair. Il y a des choses plus légères. Mais je trouve que c'est un tellement beau voyage. Ces femmes, elles offrent... des témoignages incroyables et qui font grandir et qui devraient permettre à des jeunes, à des moins jeunes, à des hommes, des femmes de grandir. Voilà, je pense, moi ça m'a fait grandir et j'ai envie d'offrir ça. Et j'ai fait des photos volontairement très belles de ces femmes parce que très belles. Parce qu'elles sont très belles. Il n'y a même pas à douter de quoi que ce soit. Et je ne les ai pas spécialement embellies, je tiens à le dire. J'ai pas fait du... Elles sont belles. Point. Vous savez, je vous dirais 2 mots. Je pense que tout cela est lié à l'ignorance. L'ignorance, c'est la plus grande tare du monde et je crois que pour les problèmes de l'excision, c'est une évidence. Pendant des années, des siècles, on a fait croire aux femmes une véritable duperie qu'elles ont entre les jambes quelque chose qui est impur. En Somalie, depuis des siècles, les fillettes attendent, demandent qu'on les infibule.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu un véritable conditionnement chez la femme, hein, de façon à ce que ce soit les femmes elles-mêmes qui entretiennent cette pratique, alors que ce sont les hommes qui régissent la chose.